de production dans le monde, une diversité croissante, problématique. Comment les espaces productifs se recomposent dans le cadre de la mondialisation? Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est tout simplement comment les différents espaces dans le monde se sont recomposés avec la mondialisation et notamment la production. Et si on doit prendre un exemple avec l'actualité, pourquoi quand la Chine a arrêté de produire certaines choses à cause du coronavirus, pourquoi d'autres pays qui n'étaient pas affectés par le coronavirus se sont retrouvés affectés économiquement? Justement, là, on va pouvoir apporter des éléments de réponse grâce à ce chapitre. Je suis fort pour maths et dessin. C'est pas mal. Alors, c'est parti. Grand 1, une hiérarchie des espaces de production en recomposition. Une géographie de la production des richesses en recomposition, on va déjà commencer par ça. Les pays développés voient leur part dans la production des richesses mondiales reculer. Depuis la fin des années 1990, leur part dans le PIB mondial est passée de 62% à 45,5%. Et là, vous ne trouvez plus. En 2013, la Chine est devenue la première puissance industrielle du monde devant les États-Unis. Si on regarde la carte que vous avez sous les yeux, alors je cache un peu la légende, je vais disparaître, non, je vais disparaître un petit peu. Vous avez en rouge les États qui jusqu'en 1980 réalisaient 80% de la production mondiale. Donc c'est ce qu'on appelle généralement les pays développés, les pays du Nord, donc Canada, États-Unis, Europe de l'Ouest, plus le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et en orange ont été rajoutés les pays qui depuis 2019 sont ce qu'on appelle les BRICS. Donc c'est facile à retenir, c'est Brésil pour le B, Russie pour le R, I pour l'Inde, C pour la Chine et S pour l'Afrique du Sud parce que en anglais, vous savez, c'est South Africa. Donc voilà comment facile de les retenir. Et maintenant, ils représentent un tiers du PIB mondial en 2019. Donc ça montre bien que les pays développés ont une part moins importante dans la richesse mondiale que c'était le cas dans le passé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, en jaune, vous avez d'autres pays qui sont émergents, qui sont des pays qui sont en train de produire, qui en fait ne sont pas des pays, qui ne font pas partie des pays les moins avancés. C'est génial les cours sur Switch. Ouais, là on est sur Twitch, c'est un peu moins génial du coup. Donc voilà, ça c'est la première partie. Les pays émergents prennent une place croissante dans le PIB mondial. Les BRICS représentent désormais 25% du PIB mondial, 7% en 1994, c'est à peu près un tiers, ça dépend des chiffres qu'on a. Pour autant, la géographie de la production des richesses reste très inégale. Ainsi, le PIB des seuls États-Unis, peuplé par 330 millions d'habitants, est 6 fois supérieur à celui de tout le continent africain, 4 fois plus peuplé. C'est-à-dire que si je prends les richesses qui sont produites aux États-Unis sur une année, c'est 6 fois l'ensemble de l'Afrique. Alors que les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants, tandis que... Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, et tandis que le nombre d'habitants en Afrique, c'est pratiquement 1 milliard. Donc c'est 4 fois un peu plus d'1 milliard. Donc c'est là où on voit finalement que les pays ne sont toujours pas à égalité, puisque les États-Unis, ça représente 6 fois l'Afrique en termes de richesse pour 4 fois moins de population. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. La géographie de la production des richesses se recompose à toutes les échelles. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que là, on est en train de parler des pays. On est en train de voir que finalement, il y a des pays qui produisent plus qu'avant. Il y a d'autres produits qui sont en train de perdre cette part importante qu'ils avaient avant. Donc on est en train de voir, c'est que contrairement aux années 80, il y a plus de pays qui ont la capacité de produire, qui ont la capacité de vendre des choses, etc. Et donc ça, c'est lié au fait que la mondialisation les relie tous ensemble. Mais il n'y a pas que d'un point de vue à l'échelle mondiale que ça se voit. Donc là, par exemple, c'est le part du PIB. J'aurais pu vous le montrer un peu plus tôt, c'est vrai. Mais vous voyez que finalement, les pays les plus développés qui avaient une forte part en 94, depuis 2019, et on peut même dire depuis 2015, globalement, ont perdu cette domination qu'ils avaient. Ils dominent toujours autant, c'est les pays que vous voyez en orange, mais vous voyez que finalement la part des richesses qu'ils produisent est de moins en moins importante et ça continue comme ça. Donc on a vraiment le reste du monde qui est en train des pays du reste du monde qui se réveillent. Et donc je parlais d'un point de vue à l'échelle
à l'échelle nationale, mais c'est aussi le cas à l'échelle locale. C'est-à-dire que cette transformation des espaces productifs se voit aussi, par exemple, en Chine. On a une photo de Shenzhen. Vous voyez Shenzhen en 1980, c'est la photo que vous avez en haut à gauche en noir et blanc. Vous voyez que globalement, il n'y a pas grand-chose. Ça reste une terre où c'est quelques habitations par-ci par-là. Et quand vous la regardez, la comparez par rapport à la même chose en 2018, on voit énormément... là, du coup, je vais activer ma souris. Hop, écran, capture de souris. On voit énormément ici, donc là c'est les habitations. Je vais encore me cacher parce que je cache tout. Les habitations ici, on arrive à les reconnaître. Là c'est les grandes tours, donc on imagine que ce sont des tours pour des bureaux. Peut-être des logements encore ici, ça c'est des bureaux. Ça c'est clairement des gratte-ciel pour des bureaux. On voit sur le fond de la carte encore une fois qu'on a énormément de bureaux. Ça n'a rien à voir avec le fond de la carte d'ici. Et donc c'est une entreprise aussi où on peut avoir des lieux de fabrication. Ça peut être des logements, mais on peut très bien avoir des lieux de fabrication, des usines, etc. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est devenu le pôle de production électronique en Chine et un rayonnement mondial. L'usine Foxconn implantée en 1998 et emploie 300 000 salariés et fabrique les iPhones et les MacBooks pour Apple. Les géants chinois et étrangers de l'industrie numérique qui sont aussi implantés comme Huawei, IBM et Oracle. D'accord? Donc ça c'est important. Quand tu dis le reste des pays du monde, c'est surtout la Chine qui est importante. Non, pas forcément que la Chine en fait. Quand on reprend ici, c'est vraiment pas que la Chine. La Chine a une part importante parce que c'est le pays producteur, mais c'est vraiment l'ensemble des pays qui font qu'on atteint les 50%. La Chine à elle seule, c'est sûr que si on retirait la Chine à elle seule, les pays développés c'est devant les restes du monde. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a vraiment d'autres pays qui en profitent. On verra ça tout à l'heure, il y en a plein d'autres. Bref, même en Afrique, il y a certains pays d'Afrique qui sont vraiment des forces émergentes, comme l'Afrique du Sud, dont on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour la première chose. Donc la géographie de la production des richesses se récompose à toutes les échelles. En Inde, par exemple, Bangalore n'était peuplée que de 778 000 habitants en 1950. Elle est devenue une métropole de 8,5 millions d'habitants, qu'on appelle aussi désormais la Silicon Valley indienne, car une capitale des nouvelles technologies dans le pays en Asie. Donc voilà, ça c'est important. C'est même, on a des villes qui ne produisaient pas avant, qui vont produire. Donc c'est pas seulement un changement en termes de pays à l'échelle mondiale, c'est aussi un changement à l'échelle nationale, même locale. La diffusion de l'activité productrice à de nouveaux espaces. 83% de la production manufacturière mondiale est réalisée par 20 pays. Je vous ai mis la carte ici pour que vous puissiez vous rendre compte des pays avec la production manufacturière mondiale. Vous voyez que globalement c'est la Chine ici qui domine. Alors la couleur rouge, je vais encore me retirer. La couleur rouge, non, c'était moi ça. La couleur rouge, c'est juste la hausse. Donc vous voyez qu'en Chine, forcément, en 10 ans, ça a énormément progressé. En Inde aussi. Mais ça n'empêche que la production, c'est d'abord la Chine. Après, c'est plutôt le Japon, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, etc. l'Inde. Donc on voit quand même qu'on a des pays développés qui sont toujours dans la production manufacturière, même si globalement 83% de cette production elle est réalisée par 20 pays. Donc c'est là où on voit que les pays sont... En Afrique, on n'a pratiquement rien du tout, hein, comme vous pouvez regarder. Donc c'est là où c'est important de se rendre compte, c'est qu'il y a des pays qui sont un peu des ateliers pour le monde, ou en tout cas il y a de la production, et d'autres pays qui n'ont pas cette capacité-là et qui vont acheter les produits. Ce qu'on remarque, c'est que des pays comme la Chine, l'Inde et le Nigeria et l'Angola ont énormément progressé sur ce point de vue et on augmente d'année en année leur capacité de pouvoir produire. Si on doit prendre l'exemple de l'automobile, qui est la première industrie du monde par rapport à la valeur de sa production, c'était longtemps une industrie qui était réservée aux États-Unis, d'accord, par exemple, ou en Europe. On produisait énormément de voitures aux États-Unis, en Europe, donc l'exemple de Détroit aux États-Unis. Et maintenant, concrètement, ça s'est déplacé puisque c'est la Chine qui est devenue le premier producteur mondial pour les productions de voitures, notamment à cause de son fort marché intérieur, puisque comme vous l'avez vu, il y a énormément de Chinois qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer, sauf à l'époque du coronavirus. C'est d'ailleurs ça qui a limité la pollution, mais si la Chine pollue autant, c'est notamment à cause aussi de l'utilisation de ces voitures.
Merci pour ton follow. Oui, mais l'Afrique, c'est en train de changer avec les idéaux chinois. Il y a une partie de l'Afrique, c'est en train de changer. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Tu vois qu'il y a certains pays en Afrique qui sont en train de s'en sortir. Oui, il y a grâce aux investissements chinois, il y a certains pays qui s'en sortent mieux. Mais c'est pas encore ça non plus. Ce qu'on sait, c'est, enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore beaucoup de pays en Afrique qui font partie des pays les moins avancés, qui ont encore des difficultés pour le développement. C'est horrible en Chine, tu sais, les bouchons. Ah ben je sais très bien que c'est horrible les bouchons en Chine, hein, mais voilà, c'est bien pour vous faire comprendre, c'est parce que il y a plus d'1 milliard de personnes en Chine, il y a énormément de période de Chinois qui ont besoin d'une voiture, donc c'est devenu le premier, grâce à ce marché intérieur, en fait, les Chinois sont devenus le premier pays à produire des éléments pour les voitures. Alors qu'avant c'était plutôt réservé aux pays développés. Donc on voit là même qu'on a une... ça s'est déplacé finalement, les activités de voiture se sont déplacées vers d'autres pays où les coûts sont moins importants. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi parce qu'on a un marché très important en Chine. Eh, de rien. Salut Frenchy. Alors, salut, ça va? À quand une nouvelle vidéo ou quand est-ce que tu vas parler de l'appel et des transferts? J'ai fait le R6 récap hier, tu peux voir sur YouTube, normalement tu as la possibilité, Newalito. Ouais, en plus Evan te l'a dit. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. La géographie de la production de produits textiles et d'habillement est révélatrice des recompositions en cours. Donc là on a parlé de la voiture, c'est pareil pour le textile. Concentrée jusque dans les années 70 aux États-Unis et en Europe occidentale, cette activité s'est déplacée vers l'Afrique du Nord et surtout l'Asie à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché. C'est pour ça que si vous prenez vos chaussures, si vous prenez vos slips, vos pulls, vos t-shirts, vos chaussettes, tout ce que vous voulez, il y a de fortes chances que derrière l'étiquette, c'est marqué soit Made in China, parce qu'à elle seule, ça représente 37% quand même des exportations mondiales de textiles. Mais on sait qu'il y a des pays comme le Vietnam, comme l'Éthiopie ou le Bangladesh qui font aussi partie de ces pays, ou même la Thaïlande, qui font partie aussi de ces pays qui produisent énormément de textiles. Donc ça, c'est très facile à repérer et c'est là où on voit finalement que ce textile a été délocalisé dans ces pays. Et généralement, le textile qui reste en France, ce serait plutôt les grosses boutiques de luxe ou alors le Made in France, où on a vraiment une clientèle qui souhaite mettre un peu plus de prix, le prix si ça permet d'acheter français. Même si c'est pas la majorité de ce que vous achetez. Donc voilà pour globalement cette diffusion. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je passe au grand C? Non, pas de questions, et ben en avant. Alors, la spécialisation de certains espaces productifs. On a vu qu'on avait des espaces qui produisaient, que ça a changé, qu'avant c'était l'Europe qui produisait ou les pays développés, c'est plutôt passé en Asie par exemple. Et on va voir aussi qu'on a de la spécialisation. Tu peux faire vite faire récap, je suis arrivé en retard en toto. Je te copie le cours, ça ira plus vite, comme ça tu lis. Hop, globalement, ça c'était la deuxième partie. Ouais, il m'a mis 2 fois la même chose, non? Pas la même chose, il est con lui. Bref, voilà, et après on a parlé de la diffusion pour faire simple. Bref. Donc la spécialisation, la production du savoir reste concentrée. Tu pourras le partager par MP2R si possible. Oui, non mais je pense même que quand je vais mettre la rediffusion sur YouTube, je mettrai le lien du diapo et le lien du cours si vous en avez besoin. Moi ça me dérange absolument pas, hein. De la façon j'ai travaillé pour vous, donc je me suis aidé dans le manuel, hein, parce que j'ai dû faire au plus vite, donc ça me dérange absolument pas de vous partager. La spécialisation de certains espaces productifs. La production du savoir reste concentrée dans quelques territoires. Ça, c'est vrai que c'est différent. Est-ce que je peux vous le montrer là? Voilà, par exemple, ça, c'est la recherche. C'est-à-dire que le savoir, la recherche, ça reste quelque chose qui demande quand même une population éduquée. Donc, ça demande beaucoup d'investissement dans l'éducation, dans les universités, dans la recherche. Et donc, globalement, 5 États dans le monde concentrent 70% des dépenses de recherche. Donc vous voyez, ce serait Japon, Chine, États-Unis et je pense qu'on peut rajouter l'Allemagne et en 5e la France. Je pense que c'est ça, hein, le top 5 des pays pour la recherche.
dont un tiers seulement pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un tiers de la recherche mondiale. On le sait bien parce que les États-Unis mettent beaucoup d'argent dedans pour récupérer des brevets rapidement. Même d'un point de vue militaire, ils sont en avance technologiquement pour toujours garder la main. Ils mettent une grosse partie de leur budget dans la recherche aussi pour l'armée. Donc c'est pour ça que les États-Unis sont loin devant pour ça. La Chine dépose depuis 2011 plus de brevets que le Japon ou l'Allemagne. Ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que la Chine, qui était cantonnée à, comment dire, à de la production au début, c'était ça, hein, c'était vraiment je produis un maximum, je revends après. Bah, finalement ils ont fini par acheter petit à petit des brevets qui leur a permis de produire de plus en plus de choses. Et puis à force de copier, l'espionnage, à force d'avoir eu des formations à l'étranger, etc., ils ont fini par prendre le dessus et déposent maintenant beaucoup plus de brevets que le Japon ou que l'Allemagne. Donc c'est important de voir que la Chine maintenant c'est un pays de recherche et ça c'est très important. Ils sont en train de sortir de cet aspect où ils étaient que sur de la manufacture. Ils sont en train de tout simplement d'évoluer là-dessus. Et c'est pour ça que la Chine ça fera partie plus tard des pays développés d'ici je pense une dizaine, vingtaine d'années sûr et certain, parce qu'ils sont vraiment tout pour y arriver là. Donc voilà, des technopoles développés autour de prestigieuses universités dominent la production de haute technologie. C'est simple, on peut prendre l'exemple de la Silicon Valley en Californie, où on voit bien que cet amas d'entreprises dans la Silicon Valley a permis d'exploser le compteur aussi de recherche, etc. Et même au terme de richesse, la Californie est un état extrêmement riche. Au sein des grandes métropoles mondiales, des quartiers dominent la production de services financiers. On parlait de la recherche et là, pour les services financiers, on le sait très bien, c'est les bourses. Donc Wall Street pour New York, la City à Londres, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, il n'y a pas que la bourse de ces pays-là, il y a aussi la bourse des pays, des métropoles du Sud, on va les appeler comme ça. Si on prend l'exemple de Shanghai, Dubaï, Sao Paulo, ils concentrent désormais 40% de la capitalisation boursière mondiale. Donc c'est là où on voit que même d'un point de vue de la bourse et d'un point de vue des finances, les pays du Sud sont en train de se développer là-dessus et d'avoir une importance assez nette. Donc en conclusion de cette première partie, ce qu'on doit dire et ce qui est le plus important, c'est que la géographie des espaces productifs évolue selon un triple mouvement. Premier mouvement, on rééquilibre des activités productives au profit du Sud. C'est-à-dire que tout ce qui produit, globalement, c'est en train de se rééquilibrer entre Nord et Sud. On a vu que petit à petit, le Sud est en train de rattraper le Nord. Deuxième chose, on a aussi la diffusion à de nouveaux espaces. Il y a des espaces qui n'étaient pas concernés par la production et qui maintenant sont en train de produire. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec la ville chinoise. Et le troisième mouvement, c'est qu'il y a certains territoires qui sont en train de se spécialiser dans un type de production précis. Par exemple, s'ils se décident, mon pays sera spécialisé dans la recherche, ça leur permettra effectivement de mettre l'argent dessus, de pouvoir vendre des brevets, de gagner de l'argent grâce à ça, et après, grâce à cet argent gagné, d'acheter des produits moins chers ailleurs, de se faire plaisir globalement. Avez-vous des questions? Sinon, on passe au grand 2. Seigneur, le grand 2. Chronique. « 20 minutes, ouais, ça va durer moins de 2 heures, je pense. Enfin, un condensé du condensé. Alors, c'est bon. Alors, c'est parti. Grand 2. Un espace productif organisé en nouvelle chaîne de valeur. Alors, déjà, définition de chaîne de valeur, parce que c'est un mot que vous n'avez pas vu au collège, pour le coup. Donc notamment, valeur ajoutée ou pas, on n'est pas obligé de le rajouter. C'est la segmentation du processus de production d'un même produit en de multiples tâches effectuées par des entreprises réparties dans différentes régions du monde. L'organisation en chaîne de valeur est aussi qualifiée de décomposition internationale des processus productifs. Elle est assurée par des firmes transnationales et leurs filiales. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais si je vous l'explique simplement, ça veut dire que pour créer mon iPhone ou pour créer mon MacBook, ou tout ce que vous voulez, j'ai besoin de plusieurs éléments. Ces éléments ne vont pas tous être produits au même endroit. Je vais les produire un peu partout dans le monde. D'accord? Par exemple, comme on a vu tout à l'heure dans la ville de Chine, je vais continuer. Je vais mettre un peu d'éclairage, c'est en train de péter mon éclairage. Hop. Donc si je reprends l'exemple d'Apple, avec Apple, j'ai besoin de micros, de plusieurs éléments à composer que je vais donner du coup à mon que je vais donner en Chine à être fait en Chine.
mais peut-être que l'écran il sera pas fait en Chine, peut-être qu'il va être fait en Corée du Sud, etc., etc. Donc au final c'est ça, hein, la chaîne de valeur, c'est tout ce qui permet, en fait si on regroupe, c'est tout ce qui a permis la production d'un outil. Airbus, ça marche pareil, exactement, c'est-à-dire que si vous avez travaillé sur sur Airbus, vous avez vu qu'à l'échelle de l'Union Européenne, effectivement, Airbus est globalement donné. Il y a des éléments d'Airbus qui sont produits en France, d'autres en Angleterre, d'autres en Espagne, d'autres en Allemagne, etc., etc. C'est la même chose. Donc voilà la chaîne de valeur. Justement, là, on va parler d'Apple. Alors, est-ce que déjà, je vous parle de la nouvelle division du travail avant de vous parler de ça? Ouais, je vais en parler après. Déjà, je fais le cours et puis on lit le document. La division internationale du travail a longtemps considéré une spécialisation des territoires selon les grandes familles de produits. Les pays du Nord produisaient surtout des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, les pays du Sud fournissaient principalement des matières premières et les pays émergents se consacraient à la fabrication de produits à faible valeur ajoutée et à fort besoin de main-d'œuvre. Produits, textiles, jouets. C'est-à-dire que dans le passé, c'est comme ça que ça fonctionnait. Je vais acheter des matières premières à des pays faibles. Ça va pas me coûter grand chose, c'est pas grave. Les pays en voie de développement étaient un peu les petites mains, les ateliers des pays développés. Donc eux produisaient par exemple les textiles, tout ce qui effectivement n'était pas, ne se vendait pas très cher. Et tout ce qui se vendait cher était plutôt réservé aux pays développés. Par exemple, un sous-marin, un avion de chasse, ça coûte extrêmement cher. C'est resté dans les pays développés. Ça, c'était l'ancienne division du travail. Pourquoi tout passe par la Chine? Parce que la Chine, justement, on va travailler sur ça. Pourquoi tout passe par la Chine? Parce que la Chine a les infrastructures pour pouvoir faire tout ça. Désormais, les firmes transnationales pratiquent la décomposition internationale des processus productifs. Ainsi, les pièces qui composent l'iPhone sont fabriquées dans un minimum de 8 pays différents avant d'être assemblées en Chine. Les espaces productifs des entreprises sont donc de plus en plus géographiquement fragmentés. 30% du commerce international de marchandises sont le fait d'échanges entre les usines d'une même firme. 30%, ça veut dire qu'à peu près un objet sur 3 qui est vendu dans le monde ou qui est échangé dans le monde, c'est une usine qui achète à une autre de ses usines. Par exemple, c'est Apple qui achète à son sous-traitant le produit dont elle aura besoin pour revendre après. Donc c'est énorme 30%. Et c'est là où on voit finalement que la chaîne de valeur, c'est vraiment on achète là pour pouvoir produire soi-même après. Donc tout ça, c'est lié les uns aux autres. Cette segmentation des chaînes de valeur profite de la forte mobilité mondiale des hommes, des capitaux, des services et des marchandises. Elle entraîne néanmoins la désindustrialisation des pays développés, c'est-à-dire que bien évidemment, si on peut produire moins cher ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Donc c'est-à-dire que si le textile coûte trop cher en France, je vais le produire en Chine. Et s'il y a juste besoin de broder Made in France à la fin parce que j'ai rajouté quelque chose, je le ferai. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc si on doit lire notre document, Apple assemble la majorité de ses produits, donc les Mac, les iPhones, les iPads, dans les usines chinoises du géant taïwanais Foxconn, avant de les réexporter vers d'autres pays, y compris les États-Unis. Mais la Chine en profite finalement assez peu. L'iPhone est un concentré de mondialisation à lui tout seul où la Chine ne joue qu'un rôle mineur dans la chaîne de valeur. À l'intérieur du dernier modèle, l'iPhone X, l'écran OLED fourni par le sud-coréen Samsung coûte déjà 110 $, soit près d'un tiers du coût de production total de l'appareil. À cela, il faut ajouter les mémoires NAND achetées auprès du japonais Toshiba, les mémoires DRAM conçues par le sud-coréen Hynix ou encore certains éléments de la caméra à reconnaissance faciale qui sont fournis par ST Microelectronics, société franco-italienne, et Texas Instruments. Si Apple réalise des marges importantes sur les ventes d'iPad et d'iPhone et capte ainsi une large partie de la valeur ajoutée, d'autres entreprises internationales sont ravies de profiter du succès des produits de la firme. Bien que concurrent dans les smartphones, Samsung a finalement de bonnes raisons de se féliciter du succès d'Apple. Ça, c'est vrai que les médias parlent souvent de la concurrence entre Samsung et Apple, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que Samsung, certes, ça leur apporte plus d'argent de vendre leur téléphone, mais ils savent très bien que pour chaque iPhone qu'ils ont vendu, ils ont gagné 110 €. Donc au final, Samsung est plutôt content aussi de voir Apple qui fonctionne. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que toutes les entreprises qui fonctionnent par une grosse entreprise comme Apple, si Apple fonctionne, elles vont fonctionner aussi. Donc généralement, ils sont plusieurs à profiter de cet avantage. Et là, on voit, c'est qu'un iPhone, même s'il est vendu aux États-Unis principalement au début, il est produit dans plusieurs pays différents. On a besoin de plusieurs pays pour créer un iPhone. Donc voilà pour cette nouvelle division du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors ça c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant.
Grand B. La recherche de la compétitivité maximale structure les chaînes de valeur. Les entreprises externalisent une partie de leur production pour qu'elles soient les plus compétitives possibles, notamment les activités les moins valorisées des chaînes de valeur comme la fabrication. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça coûte trop cher de produire du textile en France, on va le produire ailleurs, quitte à récupérer ce textile après et le réimporter en France pour créer un vêtement à valeur ajoutée, un vêtement de luxe. C'est ça l'externalisation, c'est le fait effectivement d'avoir des sous-traitants, si vous préférez, de ne plus gérer ça et d'acheter directement le produit qui est fini. Mais elles gardent souvent dans leur pays d'origine les activités stratégiques à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire la recherche, la finance, le marketing, la conception. Par exemple, la conception des nouvelles Renault, il y a de fortes chances qu'elle se fasse en France. Pareil pour le marketing de Renault, il y a de fortes chances que les publicités se fassent en France. Pourquoi en France? Tout simplement parce qu'on a dit on a un personnel qui est qualifié. Certaines firmes comme Intel ou IBM externalisent désormais aussi des laboratoires de recherche en Inde, en Chine et dans l'Asie du Sud-Est. Il y en a qui sont les plus loin, donc c'est ce qu'on vous dit, Intel et IBM sont les plus loin en externalisant même la recherche, en faisant la recherche directement en Inde, en Chine ou dans l'Asie du Sud-Est. En fonction des chaînes de valeur, les territoires sont inégalement attractifs. Pour les activités de fabrication, le faible coût de la main-d'œuvre, une fiscalité faible et l'accessibilité sont déterminants. Pour les activités à forte valeur, c'est la présence d'un marché potentiel d'une main-d'œuvre qualifiée, de laboratoires de recherche, de sous-traitants compétents qui vont attirer les entreprises. Donc ça, c'est important. C'est ce que je vous ai expliqué. Pourquoi on va plutôt aller en Chine pour fabriquer? Parce que il y a peu de taxes, les salaires sont assez faibles en Chine, donc je vais pouvoir produire mes produits là-bas. Mais je ne vais pas pouvoir tout mettre. Il n'y a pas encore assez de laboratoires de recherche en Chine, donc je ne peux pas tout externaliser en Chine. Je vais donc devoir continuer la recherche, etc. Le design au dos des iPhones, par exemple. Exactement. Le design, c'est une forte valeur ajoutée, donc c'est dans les pays développés, donc aux États-Unis pour l'iPhone. C'est bon pour le grand B. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Pas de questions? Oui. Alors, grand C, remonter les chaînes de valeur, un enjeu de développement. De nombreux pays du Sud ne valorisent pas assez leur production. Ah, attends, qu'est-ce que tu me dis? Tu as aussi l'assemblage d'ailleurs qui permet de mentir sur le Made in... Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, Ox, et j'en parlais justement par rapport aux vêtements. Il y a certains vêtements où il y a marqué Made in France, alors que finalement, ils ont juste fait un petit brodage, c'est tout, quoi. Les iPhones sont assemblés in California. Aussi, exactement. Donc de nombreux pays du Sud ne valorisent pas assez leur production. Par exemple, le chocolat est fabriqué principalement dans les pays développés, alors même que les deux premiers producteurs mondiaux de cacao sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est pas logique. C'est ce que j'allais l'image de tout à l'heure. Voilà le problème. Comment les deux plus gros producteurs de chocolat ne sont pas les... Enfin, de graines de cacao, j'ai envie de dire, ne sont pas les deux producteurs de chocolat. Ça, c'est le problème. C'est que comme vous pouvez le voir, le pays producteur va vendre les fèves. Les pays développés ne vont pas acheter ça très cher. Or, quand ils vont récupérer les fèves, déjà ils vont devoir la transformer, ils vont en faire de la poudre, ils vont pourquoi pas en faire de la pâte, le Nutella, etc. En faire du beurre, du cacao si vous préférez. Et notamment, ils vont pouvoir fabriquer des produits chocolatés, les vendre et les consommer. C'est-à-dire que les pays consommateurs ne prennent que la matière première et la transforment chez eux. Ça pose problème parce que c'est quoi la valeur ajoutée qui est derrière? D'après vous, c'est la production, c'est la matière première qui coûte cher ou c'est le produit final qui coûte cher? C'est la question que je vous pose. Exactement, c'est le produit final qui coûte plus cher. Donc, si c'est le produit final qui coûte plus cher, c'est aussi le produit qui rapporte le plus d'argent. Le pays producteur, le pauvre producteur de cacao, finalement, il va continuer de produire du cacao sans pouvoir s'enrichir. Car c'est dans les pays développés que c'est transformé. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous achetez du chocolat où il y a marqué commerce équitable, commerce équitable, c'est très bien d'acheter ce type de chocolat. Ça veut dire qu'on a payé équitablement le producteur. Mais ça n'empêche que c'est aussi un trompe-l'œil. Parce que l'objectif, pour sortir justement de ce commerce équitable et permettre à cette personne de vivre de son métier sans avoir besoin d'être dans le commerce équitable, il faudrait qu'il puisse créer chez lui le chocolat et grâce à ça, après pouvoir le revendre cher
à peu près au même prix que si nous on l'achetait en France, mais du coup ça lui permettrait de gagner beaucoup plus d'argent. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut une forte industrie. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Parce que pour pouvoir s'industrialiser, ces pays doivent s'endetter. Et ils doivent s'endetter généralement sur quelque chose qui est tout simplement insupportable. Ils seraient incapables de rembourser les banques. Et ça a un gros problème parce que finalement, qui fixe les prix? C'est les pays du Nord qui fixent le prix sur le chocolat. Ils vont clairement dire, bah c'est pas compliqué. Tu veux pas m'acheter quoi? Tu me vends tes fèves de chocolat aussi cher que ça? Moi je te les achète pas, je vais aller voir là-bas. Là-bas j'ai un autre producteur, il me les vendra moins cher. Donc c'est soit tu me les achètes, soit tu me les vends à ce prix-là, soit je vais voir ailleurs. Forcément, une personne qui est pauvre n'a pas les armes pour se défendre là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Si on veut permettre à ces pays producteurs justement de s'en sortir, il faut absolument qu'ils aient la capacité et la liberté de pouvoir, j'allais dire du coup, de pouvoir eux-mêmes produire leur chocolat. Donc c'est qu'un exemple, hein, c'est l'exemple du chocolat, mais ça aurait pu être sur n'importe quoi. C'est bien que que vous puissiez comprendre que finalement produire de la matière première, à moins que ce soit du pétrole, et encore c'est pas la bonne période en ce moment, ou du gaz, c'est pas ça qui fera de vous un pays extrêmement riche. Des pays asiatiques comme la Corée du Sud ont réussi à remonter les chaînes de valeur industrielles pour se développer grâce à des exportations de produits à faible valeur. Ils ont acheté des brevets, attiré des firmes étrangères et se spécialisent de plus en plus dans les productions électroniques et numériques. On voit que c'est possible, c'est-à-dire que la Corée du Nord, ils ont été intelligents. Enfin, la Corée du Nord. La Corée du Sud, excusez-moi, je vais revoir un coup. La Corée du Sud, ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'avant, ils vendaient des produits à faible valeur ajoutée. Avec tout l'argent qu'ils ont récupéré de ce commerce, ils ont investi pour acheter des brevets. Grâce à ces brevets, en fait, quand on dit remonter la chaîne de valeur, par contre, meurs pas, non, t'inquiète. Remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire que je commence au niveau 0 qui est produire tel ou tel produit. Je vais augmenter d'un cran, c'est-à-dire par exemple qu'à partir de maintenant, je vais produire des objets qui ont un peu plus de valeur. Puis en rachetant un brevet grâce à cet argent, je vais pouvoir maintenant faire de la recherche. Grâce à cette recherche, je vais pouvoir avoir des brevets, mes propres brevets qui vont me permettre d'attirer des personnes. Et grâce à tout ça, je vais me spécialiser dans la composition des productions électroniques et numériques qui coûtent extrêmement cher. Quand vous achetez une console de jeux vidéo ou quand vous achetez un ordinateur, etc. ou un DVD, je ne sais quoi, c'est de la forte valeur ajoutée. Donc au final, ils ont remonté comme ça, ils ont joué intelligemment. C'est tout le contraire de ce qu'on avait dit par exemple ce matin avec quand on parlait d'indépendance de l'Algérie, où l'Algérie a plutôt misé tout sur son pétrole, mais avec l'argent du pétrole, n'a pas misé sur récupérer cet argent du pétrole pour avoir une autre activité économique importante. Donc là, c'est pas impossible, la Corée du Sud a réussi à le faire. Du coup, conclusion de cette partie 2. En fait, on va finir en 1 heure, c'est incroyable, là. Ça va trop vite ce chapitre. Là, vous n'avez pas de questions. Enfin, je vais prévoir 1h30, je pense, pour les semaines prochaines, parce que 2 heures, là, de me rendre compte, c'est pas assez. Enfin, c'est trop. Bref, conclusion. L'espace productif mondial se décompose géographiquement selon les chaînes de valeur du fait d'une recherche de compétitivité maximale par les firmes. Ça c'est vrai, qu'est-ce qui entraîne les chaînes de valeur? C'est l'appât du gain. Je vous rappelle, le but d'un patron, c'est de se faire de l'argent. Si pour se faire de l'argent, il faut externaliser certaines activités, il le fera si ça lui permet de réduire les coûts. Remonter les chaînes de valeur est un vecteur de développement pour les pays. C'est exactement ce que j'ai dit pour la Corée du Sud. Si on remonte la chaîne de valeur petit à petit, on va réussir à se développer. Avez-vous des questions ? Ça, c'est pour après. Donc, on va passer au grand 3, dernier point. Chapitre. Non, c'est clair ? Est-ce que votre prof est plus clair que ça? Parce que moi, pour le coup, je suis pas, j'ai jamais enseigné à des lycéens, donc je sais même pas si ce que je fais, ça va ou pas. Vous voyez, je suis dans l'expectative. C'est comme pour les terminales tout à l'heure. Non, pas de questions. Alors, on va passer désormais au grand 3. Disons que ta prof... Ok, ne dis rien, ne dis rien. Grand 3. Quels acteurs organisent les espaces productifs? C'est vous, mon prof. Il a fait que de l'histoire, en fait, on dirait qu'il parle beaucoup de ça. Ah, c'est parce que, comme je vous ai dit, 90% des profs d'histoire-géographie sont des historiens, en fait. Donc, la géographie, ils détestent en faire, alors que moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis ni historien ni géographe, pour le coup, je suis un charlatan. Hein. Un âge et a connu les révolutions, quoi. Bah alors, moi, j'avais une professeure d'SES qui était à 1 an de la retraite.
je peux te dire, elle était vraiment top. Mais vraiment, elle était géniale, quoi. Alors non, monsieur Oxonia, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai à 100% des cas. L'histoire n'est pas forcément meilleure que la géographie. Parce que quand tu auras fait comme moi une année de fac à apprendre à faire l'histoire de l'alimentation au Moyen-Âge, je peux te dire qu'il y a plein de sujets de géographie qui sont beaucoup plus intéressants que d'apprendre les 30 différentes espèces de cultures que faisaient les Moyenâgeux. On va dire ça comme ça. J'ai quoi comme diplôme? Non, en vrai, j'ai une licence d'histoire, mais j'ai fait que ma 3e année parce que j'ai fait 2 ans de prépa. Donc, j'ai même pas suivi une licence d'histoire complète. Je suis arrivé directement en 3e année où j'étais déjà spécialisé. Donc, j'ai pas vu les bases historiques qu'ont pu voir certains de mes collègues. Donc, je suis spécialisé dans certains domaines historiques. Et après, j'ai fait un master d'enseignement de la géographie. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait quand même un peu d'histoire, mais j'ai enseigné la géographie. Donc, c'est pareil, tu vois, j'ai... Globalement, on peut pas dire que je sois un spécialiste de l'histoire et de la géographie de base. Sauf qu'après, pour le concours, j'ai pas mal bossé en géo et je me considérais toujours pas comme un spécialiste sauf sur certains sujets. Et en histoire, je suis absolument pas un spécialiste. C'est-à-dire que mes notes en histoire lors de mes concours ont bien montré que j'étais meilleur en géo qu'en histoire, largement. Prépa EBL, lettres et sciences sociales. L'économie, tu en auras beaucoup avec la géo. Ouais, je kiffais l'économie, donc c'est pour ça qu'en lettres et sciences sociales, j'ai fait beaucoup de sociaux, d'éco aussi, donc c'est pour ça que la géo, c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant pour moi. L'éco pur, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi, l'éco pur, c'est plus des maths et c'est... J'aime bien les théories économiques, mais il y en a certaines, c'est un peu trop poussé et vu que j'ai pas fait un bac S, je galérais un peu en éco. Bref, je vais faire une prépa grande école de commerce. Et ben, t'as les prépas éco ou t'as la prépa belle aussi, ça fonctionnait la prépa que j'ai faite. J'ai eu pas mal de camarades qui sont partis en école de commerce. Bref, grand 3, quels acteurs organisent les espaces productifs? C'est bien de parler des espaces productifs, c'est bien de voir qui se sont spécialisés, c'est bien de parler des chaînes de valeur, mais concrètement, qui sont les acteurs? C'est-à-dire qui joue un rôle dans ces espaces? C'est quoi l'économie, Bertrand? Oula, trop, Evan, c'est trop compliqué, Evan. Ah, bon, c'est trop compliqué, je peux pas t'expliquer ça rapidement. Grand A, le poids prépondérant des firmes transnationales. Les 100 plus importantes firmes transnationales du monde fournissent 10% du PIB mondial. On va passer sur la carte du coup, puisqu'on est en train de parler des firmes transnationales. Alors qu'elles ne représentent que 0,1% des entreprises de la planète. Environ 107 000 FTN contrôlent, donc FTN c'est les firmes transnationales, contrôlent plus de 910 000 filiales. Incroyable. Le géant américain de la grande distribution Walmart emploie plus de 2 millions de salariés dans le monde. Des FTN géantes se développent désormais dans la haute technologie à l'image des GAFAM. GAFAM, vous savez, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et le M, c'est pourquoi le M? Microsoft? Ah ouais, merci Microsoft, effectivement ça marche bien pour Microsoft. C'est vrai que Microsoft on en parle peu. Ah ouais, t'as voulu lui faire expliquer l'économie? Ok. Donc ça c'est pour les firmes transnationales. Quand vous regardez le nombre de salariés mondiaux gérés par les sièges des entreprises transnationales, on voit que clairement les États-Unis sont devant, la Chine, le Japon, en Europe aussi l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni est plutôt bien placé. Donc on voit globalement que les firmes transnationales, c'est-à-dire ces entreprises multinationales, elles sont encore dans ces pays globalement développés ou en Chine, dans les pays donc, qui produisent énormément. Donc là, il n'y a pas tellement de surprises dessus, mais c'est un point prépondérant dans la mondialisation. Par exemple, quand on voit l'image des GAFAM, il y a certaines GAFAM qui ont plus de pouvoir que certains États, on va en parler. La taille permet aux grandes entreprises d'améliorer leur capacité d'investissement, mais aussi de profiter de l'économie d'échelle. Ça veut dire quoi? Plus je gagne d'argent, si je gagne des milliards de chiffre d'affaires, plus je vais pouvoir investir. Plus je suis capable d'investir, plus je suis capable de gagner d'argent. Plus je gagne d'argent, plus j'investis. Plus j'investis, plus je gagne d'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, ces firmes transnationales deviennent de plus en plus importantes. Ça fait aussi des économies d'échelle. C'est-à-dire, des économies d'échelle. Quand vous produisez la même chose à différents endroits, vous faites des économies d'échelle. Pourquoi? Parce que finalement, la recherche que vous avez effectuée
vous l'avez faite pour tous vos centres de production à la fois, puisque une fois que vous avez trouvé, vous allez donner l'information à tout le monde. Donc finalement, la recherche, le coût est, on va dire, moindre. Si vous voulez produire un autre, je ne sais pas, si en revanche, vous voulez réfléchir pareil à la publicité, comment vendre cet objet, si cet objet, il est produit dans différents pays du monde, ça n'a rien à voir avec le marketing. Le marketing, il réfléchit dans un endroit et il va pouvoir fonctionner un peu partout. D'accord? Donc ça, c'est important. Les firmes transnationales font des idées. Oui, ils en font des investissements directs à l'étranger. Notamment, il y a certaines Nestlé. On va en parler dans le troisième petit point. Tu verras, Nestlé, le nombre effectivement d'IDE qu'ils font. Dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Exactement, Oxonia, c'est exactement ça. Merci pour le follow, Satanic Valak. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, leur force d'innovation est considérable. Les dépenses de recherche et de développement des GAFAM sont supérieures à celles de nombreux États. C'est-à-dire que Google, par exemple, met plus d'argent dans la recherche que certains pays africains. C'est clairement des entreprises pays à elles entières. Hein. Il y en a certains au niveau de la richesse qu'ils produisent, c'est quelque chose d'assez incroyable. Le volume des IDE dans le monde a été multiplié par 10 dans les 25 dernières années. Est-ce que j'ai des IDE après? Déjà, on peut le voir selon le chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas faux. Regardez, États-Unis premier, Chine, Pays-Bas, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis. La France n'est même pas dans les 10 premières firmes transnationales. Donc Walmart, on en avait parlé. Et après, on voit que c'est quand même beaucoup d'hydrocarbures. Hein. La première entreprise, j'allais dire européenne, c'est aux Pays-Bas, c'est Royal Dutch Shell. Et c'est Shell, donc c'est les hydrocarbures. Donc vous voyez finalement que le chiffre d'affaires en fonction des FTN, ça représente quand même globalement les mêmes pays. Toujours les mêmes. Ah, et après c'est fini. Après c'est que du cours. Donc je disais, sélectionne a été multiplié par 10 dans les 25 dernières années, c'est-à-dire que les firmes transnationales investissent énormément, c'est x10 en 25 ans. Par leurs IDE, les firmes transnationales sélectionnent les espaces productifs qui offrent le plus d'avantages comparatifs, donc par exemple les zones franches. C'est-à-dire, une zone franche, c'est une zone où l'État a dit, pendant 5-10 ans, on va baisser les impôts que vous allez devoir payer, voire vous n'allez pas en payer du tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'objectif, c'est d'attirer un maximum d'entreprises. Et l'entreprise va se dire, j'ai envie de m'implanter aux États-Unis. Quelle ville je vais choisir? Tiens, cet espace-là, on me propose de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans. Bon, bah allez, je vais aller là-bas. D'accord? Donc on choisit aussi de cette manière. Ce qu'a fait la France, il me semble. La France l'a fait dans certaines régions, notamment dans les régions rurales, pour permettre à des régions de se revitaliser. Donc ça, moins de 5% des investissements directs à l'étranger sont des délocalisations. Ça aussi, il faut le comprendre, on parle souvent de délocalisation avec la mondialisation, mais finalement, sur 100% des investissements, il n'y en a que 5. Sur 100 investissements, il n'y en a que 5 qui concernent une délocalisation. Donc, ce n'est pas le phénomène le plus important des investissements directs à l'étranger. Généralement, on fait confiance. Donc, la majorité des investissements directs à l'étranger relèvent de stratégies de conquête de nouveaux marchés par les firmes. C'est plutôt ça en fait qu'il faut voir. Plutôt que parler de délocalisation, on est plutôt dans la logique étendre son influence dans d'autres pays. Si on prend l'exemple de Nestlé, 90% du chiffre d'affaires de Nestlé, qui est une entreprise suisse, se fait en dehors de la Suisse. 90%. Et c'est là où on voit l'importance de la mondialisation. Si on ferme toutes les frontières pour Nestlé, c'est fini pour Nestlé. Globalement, c'est compliqué. D'accord ? Les FTN organisent ainsi les chaînes de valeur en cherchant à produire le plus efficacement au moindre coût. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Dans la logique des firmes transnationales, il y a faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut investir. Et ils investissent où? Ils investissent généralement à l'étranger pour récupérer des parts de marché. Quand en Chine et en Inde, vous avez les deux pays rassemblés 2,5 milliards de personnes, ça vous fait 2,5 milliards potentiels de consommateurs. Donc, vous allez vous dire, je vais là-dedans. Le marché chinois, c'est exactement ça. Par exemple, si on parle de LVMH, Evan, pour la Chine, c'est exactement ça. LVMH en Chine récupère beaucoup d'argent. Les produits de luxe récupèrent beaucoup d'argent en Chine. C'est ça, on investit à l'étranger pour gagner encore plus d'argent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur les firmes transnationales ? Yes. Alors, on va continuer avec un deuxième acteur. D'après vous, qui peut aussi agir
Mis à part les entreprises, mis à part les firmes transnationales, qui peut agir dans cette production dans les pays, d'après vous? Les pays, oui, c'est ce qu'on appelle, oui, les États, effectivement. Donc les États sont aussi des acteurs importants pour ces investissements directs à l'étranger. Les États sont importants parce que c'est eux qui fixent le cadre juridique dans leur pays. C'est eux qui décident comment doit se passer la production, quelles sont les règles à respecter, que ce soit les règles juridiques, les règles fiscales, les règles sociales, dans lesquelles les entreprises évoluent. Ainsi, l'Irlande qui taxe les bénéfices des entreprises à hauteur de 12,5%, alors que la France, on est à 33%. Bah forcément, l'Irlande va abriter énormément de nombreux sièges européens de grandes firmes transnationales. C'est d'ailleurs l'un des gros problèmes en France où à chaque fois on critique Google, Amazon, Facebook, etc. en leur disant ils font leurs activités en France mais ils payent leurs impôts en Irlande. C'est pas normal, c'est pas parce que le siège social est en Irlande qu'ils doivent pas payer d'impôts en France. Donc ça effectivement ça fait partie des nombreuses choses qui reviennent. Mais les États aménagent aussi leur territoire pour les rendre attractifs. Et c'est là où la France est un pays quand même qui est intéressant pour investir, parce que malgré tout ce qu'on entend à l'étranger, les grèves, les blocus, etc., la France est quand même reconnue pour la qualité de ses infrastructures. Quand vous regardez le nombre d'autoroutes, la qualité de ces autoroutes, la qualité des chemins de fer, du TGV, etc., des aéroports, au final on se rend compte que on peut se déplacer assez facilement en France. Et donc c'est pour ça qu'on a Amazon qui s'est énormément implanté en France et a installé plusieurs entrepôts parce que finalement c'est assez facile pour Amazon de passer d'un entrepôt à l'autre en France. Et ça lui permet de pouvoir n'importe où, de pouvoir circuler librement sur le pays. Le prix de ces autoroutes aussi. Ah ça après Evan, on est d'accord, ça c'est de la politique, mais en tout cas on peut pas le nier. Si vous avez déjà pris l'autoroute en Italie, vous voyez clairement la différence entre l'autoroute française et l'autoroute italienne. Hello Hotman, alors là c'était des cours aujourd'hui pour les premières générales. De rien Hotman, de rien. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on a été là, plusieurs entrepôts, donc on parlait d'Amazon, voilà. De quoi rattrape-toi mort de rire? De quoi rattraper pourquoi? Ah non mais les autoroutes ça coûte cher mais c'est mieux. En termes de qualité. Bref, les États et les firmes transnationales ont souvent des intérêts partagés. Certaines FTN sont contrôlées par des États. Si on prend l'exemple de Gazprom, c'est une firme transnationale, mais Gazprom est contrôlée par le gouvernement russe derrière. Même lorsqu'elles sont privées, l'origine nationale d'une firme reste importante. Le pays d'origine est privilégié, notamment en cas de relocalisation. Si par exemple Renault venait à dire suite aux problèmes de fermeture des frontières, etc., suite aux nombreux échecs, nous décidons de relocaliser la production, ils le feraient en France parce qu'ils savent qu'en France, ils ont des ouvriers qui seraient capables de pouvoir relocaliser et que ce serait bien vu d'un point de vue français de le faire ici. D'ailleurs, tu en as plus de collège ou de lycée en cours? Ah, tu parles à moi, Ox? Ah, mais moi, j'ai que des collégiens, en fait. Là, les cours de lycée que j'ai fait, c'était pour ceux qui me les ont demandé, hein, mais j'ai jamais été professeur de lycée dans ma carrière. J'ai été que professeur de collège, moi. Renault, ils sont toujours debout, toujours vivants. Voilà. Les États peuvent néanmoins contraindre les firmes transnationales. Plusieurs pays européens, par exemple, ont voulu taxer plus fortement les GAFAM ou encore imposer des normes environnementales, notamment aux constructeurs automobiles. Vous savez, c'est le cas. Par exemple, ils ont décidé du côté de... Comment ça s'appelle Google, Amazon, etc. ont été condamnés à payer des amendes en France. Même ça avait créé le tollé avec Donald Trump qui a dit si c'est comme ça, on va augmenter les taxes sur le vin français. Le vin français, on n'en a pas besoin, on a du vin californien, etc., etc. Donc ça, les États ont quand même la main dessus, même si c'est compliqué, ils peuvent y arriver. Et puis après, il y a les contraintes environnementales. Forcément, pourquoi il y a certaines entreprises qui préfèrent produire en Chine plutôt qu'en France? C'est parce qu'en France, il faut respecter l'environnement. En Chine, il n'y a pas forcément cette obligation. Donc dans ce cas-là, on va se dire, s'il n'y a pas d'obligation, ça me fait moins d'argent à devoir réfléchir à comment protéger l'environnement. J'y vais à fond. Donc voilà pour les États. On voit quand même que c'est quand même les firmes transnationales globalement qui ont le pouvoir. Même si elles n'ont pas tout le pouvoir, on voit que c'est de plus en plus important et c'est de plus en plus difficile pour les États de lutter. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez être fiers quand même de l'Union Européenne, de s'être opposé face à ces grands-là et ne pas hésiter à le faire parce que c'est quelque chose, je pense, qui sera de plus en plus difficile dans le temps
parce que ça va devenir pratiquement des mini-États tout seuls avec l'argent qu'ils produisent. Et enfin, à moins que vous ayez des questions, on va finir avec d'autres acteurs qui jouent dans ces espaces productifs. Ça va aller beaucoup plus rapidement, on a bientôt fini, on aura fait pratiquement 1 heure, c'est incroyable. On n'a pas de questions. Et ben c'est parti pour les autres acteurs. Les zones d'intégration régionale, ce qu'on appelle les ZIR, facilitent la mobilité des hommes, des capitaux, des marchandises et des services. Une entreprise qui s'installe par exemple dans l'Union européenne profite d'un marché de près de 450 millions d'habitants. Ça aussi, c'est à prendre en compte. D'accord? Alors maintenant, ça fait un peu moins de 450 millions d'habitants, il faut retirer les Britanniques. Mais ça aussi, c'est important de le voir. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Disney... Hein. Ah, on m'appelle. Ouais, bah, je suis pas disponible pour le moment, bientôt. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc 450 millions d'habitants, donc profite d'un marché de près de 450 millions d'habitants, c'est ce que je disais. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc par exemple, si on prend l'exemple de Disneyland Paris, pourquoi s'implanter en France? Pourquoi Disneyland Paris en France? Bah parce que en France, c'est un peu au centre de l'Union européenne, c'est-à-dire que les Espagnols vont pouvoir venir, les Britanniques vont pouvoir venir, les Allemands vont pouvoir venir, les Italiens vont pouvoir venir, les Belges vont pouvoir venir, les Hollandais vont pouvoir venir, etc. etc. Donc forcément, mettre en place une entreprise dans l'Union européenne, c'est s'ouvrir un marché qui est très important. Autre exemple, si on prend l'exemple d'Amazon, pourquoi Amazon en France? Parce qu'Amazon en France, grâce aux infrastructures de transport, elle peut toucher la frontière avec l'Allemagne rapidement, la frontière avec l'Italie rapidement, la frontière avec les pays frontaliers rapidement également. Ou alors, pourquoi, par exemple, je veux vendre certains produits, je vais m'implanter dans un pays de l'Union européenne parce que je m'ouvre à tout l'ensemble du commerce de l'Union européenne grâce à l'espace Schengen et donc à la mobilité des hommes et des marchandises. Donc ça aussi, ça va prendre en compte. Entre les États-Unis, le marché des Américains où on se dit, bah voilà, j'ai à peu près 300 millions de personnes, l'Union Européenne, j'ai 450 millions de personnes. Donc on se dit, bah finalement, je vais peut-être plus réussir à vendre dans l'Union Européenne que si je vendais aux États-Unis. De nombreux contre-pouvoirs sont également en place, donc les syndicats par exemple, même si on voit que sur Amazon, Amazon est beaucoup critiqué, ça n'empêche que les conditions de travail restent quand même encore très difficiles. On a aussi des ONG, si on pense à Greenpeace qui n'hésite pas à intervenir dans certaines entreprises pour montrer, critiquer, etc. les dégâts à l'environnement qui sont causés. Et donc ça, c'est des organismes qui font pression sur les firmes et sur certains États pour qu'ils exercent une responsabilité sociale et environnementale. C'est plus ou moins efficace selon le pays. Il s'agit de limiter les externalités négatives liées aux activités productives. L'objectif, si on veut vraiment respecter l'environnement, il ne faut pas que l'entreprise se dise « je vais partir parce que je vais pouvoir polluer autant que je veux ». D'accord? On essaye de un peu les cadenasser là-dessus, selon le pays. Salut à toi, Zarwadark. Du coup, conclusion de cette partie, et ce sera donc la dernière chose que nous allons dire aujourd'hui. On aura fini avec 1 heure d'avance, c'est incroyable. Les grandes firmes transnationales organisent l'espace productif mondial dans le cadre d'une décomposition internationale des processus productifs. D'autres acteurs comme les États, les ZIR ou des contre-pouvoirs contribuent aussi à l'évolution des espaces productifs.